L'horloge a créé deux sortes d'individus, les gens qui sont à l'heure et ceux qui sont en retard. Évidemment, les gens qui sont en retard ont toujours de très bonnes excuses, soit que la voiture ne partait pas ou que le métro était en panne. Vous connaissez sans doute la chanson. Les gens à l'heure n'aiment pas subir le retard des autres. Mais ce qu'ils ne savent sans doute pas, c'est que parmi les retardataires, il y en a certains qui sont atteints d'une maladie sociale appelée la procrastination. C'est plus fort qu'eux. Ils se nourrissent presque du tic-tac de la dernière minute. Il arrive à tout le monde d'être en retard, un jour ou l'autre, à l'école, au bureau ou bien à l'aéroport. Chez certaines personnes, c'est plus grave, car c'est une véritable habitude. C'est pas une habitude, c'est plus qu'une habitude. Alors, j'ai manqué l'avion, j'ai perdu le train, je vais au concert, j'arrive en retard, je fais une pièce de théâtre, j'arrive à la dernière minute. Ces personnes qui ont une notion du temps particulière se font toujours remarquer, que ce soit à l'aérogare, au concert, à l'opéra, elles sont rarement là à l'heure indiquée. Vite, s'il vous plaît, ça commence. Vite. En hiver, lorsqu'il y a des problèmes de circulation. Oui. Et puis là, il nous arrive avec tous les romans que là, il y avait une tempête de neige qui ont été pris, mais on a beau, on leur dit, écoutez, la tempête est pour tout le monde. Vous êtes en retard à l'opéra? Malheureusement, oui, les trafics. J'arrive de Rhode Island, j'ai conduit toute la journée. J'ai emmené les enfants chercher des meubles à Ikea et on croyait que l'opéra commençait à 9h. On est venus et nous voilà. Moi, les gens savent que je suis toujours en retard. Vous êtes souvent en retard? Parce que je fais trop de choses. Ah, pour un conseil des ministres? Mais de toute façon, tout le monde arrive en retard. Bonjour. Apparemment, on admet que des ministres aient du retard, mais il y a d'autres milieux qui ne tolèrent pas les retards. Je suis arrivé en retard jusqu'à même un championnat du monde en 70 à Edmonton et que finalement j'étais éliminé de la compétition. C'est comme ça que j'ai perdu les chances de remporter un titre de champion du monde de lutte gréco-romaine. Il m'est arrivé de louper l'avion. Effectivement, il m'est arrivé alors que j'avais un rendez-vous à New York d'importance capitale. Ok, puis j'ai loupé l'avion et je pense que là c'était assez ennuyeux parce qu'il y avait un groupe de 6 personnes qui m'attendaient et puis qui étaient venus d'ailleurs pour une réunion. Disons que ça a créé des problèmes. Un retard est souvent le résultat d'un petit jeu avec le temps que les psychologues appellent procrastination. La procrastination ou la folie de la dernière minute. C'est un mot qui est très laid, qui contient beaucoup trop de R et qui est un danger pour les mâchoires. Est-ce une folie? Oui, ben c'est une forme de folie, c'est une forme d'excès, d'excessivité. Alors, mais il est utilisé aussi dans le terme de quand on est très dépassé par les événements, puis on court comme des fous. Ça veut dire retardataire chronique, quoi. Celui qui remet constamment plus tard ce qu'il devrait faire aujourd'hui. Bien entendu, il y a des retards incontrôlables, accidentels, mais chez les procrastinateurs, c'est différent. On dirait qu'ils font tout pour se mettre en retard. Procrastiner, c'est par exemple s'installer à son ordinateur avec la ferme intention d'entrer dans un traitement de texte et puis aller plus tôt sur un site de jeu. C'est aller à la cuisine et se plonger dans le réfrigérateur ou encore se préparer un café avant d'aller vraiment travailler à son ordinateur. Les procrastinateurs ne sont pas toujours des retardataires, mais ils vivent sur la corde raide, font tout à la dernière minute et finissent parfois par se mettre en retard. C'est un trait de caractère, j'ai l'impression. C'est comme une pulsion. C'est comme si je retardais toujours un peu plus loin un délai. Parfois aussi, ça nous entraîne à des négligences. Par exemple, ça fait 10 ans là, que je devrais aller chez le dentiste. Ça fait 10 ans que je peux aller. Mais je vais y aller ce mois-ci, ça, je vous le garantis. Alors, procrastiner, c'est pas un problème en soi. Ce qui devient problématique, c'est quand ça prend toute la place et ça nous empêche de réaliser nos objectifs, nos buts, et quand ça nous complique la vie de façon impressionnante, là. On se cherche
des excuses, bien souvent, quand on prépare déjà le terrain avant même que ça soit arrivé. Alors déjà, c'est une façon d'être en retard, que de penser qu'éventuellement, si j'arrive en retard, qu'est-ce que je vais leur dire? Vous avez, je dirais, la dyslexie, je peux avoir inversé 2 chiffres dans mon esprit, ou je peux avoir mal entendu, mal interprété. Mais bien souvent, ou même la contravention, il y a un policier qui m'a arrêté. Bon, c'est en retard. Mais au bout du compte, ça c'en est quelques-unes. Il y a des gens qui vont me reconnaître, ils vont me dire « c'est pas vrai, il m'a fait ça ». Oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Un dont je me souviens tout particulièrement, c'est celui de la journée de mon mariage. C'est supposé être le plus beau jour de sa vie. J'essaierai de vous l'expliquer, je serais pas capable. Je suis à la maison. Ma sœur a dit « mais tu pars pas? » Bien, ça presse pas, tu sais, le curé avant qu'il s'installe. Puis, au fond, le curé avant qu'il s'installe, c'était pas lui, c'est moi, avant que je parte. Je sais pas pourquoi. J'avais besoin que l'heure approche. Et puis là, ben oui, je vais partir. Puis le curé pourra attendre pour une fois. Ah, c'est... Pourquoi j'ai fait ça? Je pourrais pas l'expliquer encore. Ce besoin d'avoir une pression face à l'heure. Êtes-vous arrivé en retard? Oui. Oui. Et le fiancé, lui? Ben, je connaissais, ça faisait 5 ans que je le fréquentais. Puis à un moment donné, je dis, mais il faudrait peut-être que j'y aille quand même. Alors, mais je me sentais bien parce que j'étais relax, parce que j'étais pas dans la pression de la compétition sur place, et j'avais l'esprit occupé. Et en sortant de la chambre, on allait à l'aréna, qui était un peu plus bas. Je sors et j'entends « Robin, Robin !» Et là, je dis « Robin, Robin, je sens, il y a quelque chose qui se passe. » Et je pars, je cours dans les couloirs. Et Robin, Robin, ça passait comme un espèce de film qui se déroulait à grande vitesse. Et à grande vitesse, je suis arrivé, bien sûr, sur le site. Et là, il y avait le directeur technique, l'entraîneur national, qui avait la mine des mauvais jours, la mine basse. Et j'ai appris qu'on avait fait 3 appels de mon nom, que j'étais passé le premier combat de la session, alors que j'étais passé tout le temps derrière et après. Et que finalement, j'étais éliminé de la compétition. Dans les collèges et les universités, on procrastine plus qu'ailleurs. C'est normal, il y a beaucoup de travaux académiques, donc beaucoup d'échéances. Mais il y a aussi énormément de tentations quand on a plus ou moins 20 ans. Il n'est pas étonnant alors que les psychologues se soient d'abord intéressés à la procrastination en milieu étudiant, là où il est si difficile de s'autodiscipliner. Je suis le maître incontesté de la dernière minute, pour de vrai. Ah oui? Ben, je réussis tout le temps à finir là, la veille, là. Minuit, c'est mon heure. Là. Tu t'emmènes le travaux, tu mets ça, ça passe, minuit, je suis correct. C'est pas un peu angoissant de se savoir toujours à la dernière minute? Ah, sinon, on angoisse pendant des mois. J'ai mieux angoissé pendant 2-3 jours avant. On avait un travail à remettre. J'ai laissé faire le travail parce que, bon, je me suis dit, oh, c'est pas grave. Hein. Il va me donner une note quand même. Ben, ça n'a pas été le cas parce que j'avais un travail non remis. Mon portfolio a été négligé ou carrément pas fait. C'est pas correct. C'est vraiment, ça met en danger ta carrière, ça met en danger même ton intégrité parce que, je veux dire, les gens, après, ils te croient plus. Lenora Ewan a été l'une des premières psychologues à proposer un traitement spécifique aux procrastinateurs à l'Université de Californie à Berkeley. Ses premières observations faites auprès d'étudiants l'ont rapidement convaincu que la procrastination apporte dans plusieurs cas de véritables souffrances. Les gens qui viennent me voir sont ceux qui souffrent. Ils se sentent coupables. Ils savent qu'ils n'ont pas fait de leur mieux. Ils ont peur d'être découverts. Et ils en arrivent à se détester. Ça empoisonne leur existence. Bon, bien, bienvenue à l'atelier de procrastination, tout le monde. Le conseiller d'orientation René-André Hervieux reconnaît lui aussi que le problème est bien réel en milieu étudiant. Il a d'ailleurs développé des stratégies d'intervention auprès de la clientèle du service à la vie étudiante à l'Université du Québec à Montréal. Il y a plusieurs stratégies. Je pourrais dire qu'à un moment donné, c'est tout simplement de dire, bien, je structurerai mieux mon temps, je vais couper les tâches en petits morceaux si bien que ça devient réalisable. Parfois, ça va être d'accepter le stress même.
Pour certains, être en retard est une façon de se sentir important. Quand tout le monde est déjà là, on fait une entrée très remarquée. Bonjour. Bonjour. Bon, un vrai... Oui, un vrai procrastinateur. Ouais, c'est bien, ça. Tout va se passer pour que j'arrive en retard sans que je le veuille. Mais je le fais pas volontairement. Je vais oublier un truc, donc je vais devoir, comme ce matin, je vais devoir revenir chez moi pour prendre la chose que j'ai oubliée. Qu'est-ce que c'était? Là, j'étais venu en roller et j'avais oublié mes chaussures. Voyez-vous, donc j'avais pas trop envie de me trimballer en chaussettes dans la faculté. Quand ma fille s'est mariée, d'abord, j'avais oublié dans l'après-midi complètement l'heure de son mariage. Il s'est fixé depuis des années, tout est impeccable, elle a pensé à tout. Et puis je me suis dit, là, pour une fois dans ma vie, je vais essayer de ne pas être en retard. Je m'en vais un mois, là. Ça m'arrive, par exemple, si on est à Montréal et je vais à Dorval, l'avion, mettons, est à 18h15, ben, pas de compte, c'est parfait. Je sais pas si l'avion est à l'heure, là, je vais vérifier. À 1 heure avant, ben là, je me dis quand même, il faudrait m'énerver, parce que je sais qu'il y a 20 minutes, une demi-heure, bon, dans la mesure où il n'y a pas de trafic. Certains aiment frôler la catastrophe, la sensation de rester sur la frontière qui sépare le succès de l'échec total. De toute façon, par définition, les avions sont 9 fois sur 10 en retard. Et je pousse les limites au maximum. J'exploite le temps au maximum. Des fois, j'oublie, évidemment, j'oublie mes cravates, j'oublie l'essentiel. Alors, je rachète. Je distingue à ce moment-là, moi, le procrastinateur efficace qui attend cette anxiété de performance. Hein, il joue avec, comme je dis, le feu. Écoute, le vol est-il à l'heure? Ouais. T'es sérieuse? Raymond Jost est secrétaire général d'une organisation non gouvernementale, le Secrétariat international de l'eau, dont le siège est à Montréal. Il voyage beaucoup, multiplie les rencontres, les réunions et les projets. Mais il fait tout à la dernière minute, comme pour étirer le temps. OK, j'arrive. Oui, je te promets, je serai là. Merci, salut. Je crois que c'est quelqu'un qui est optimiste, qui fait toujours beaucoup de choses et qui croit pouvoir faire beaucoup de choses et le temps ne suffit pas toujours. Et coince toutes ces activités dans le temps que nous avons. Bon, ben là, je vais me doucher. Il faut bien sentir bon dans l'avion. Bon, salut, hein, tout de suite. À partir de quelle heure on est en retard? Ben là, dans ce cas-là, c'est quand... si je loupe l'avion, je suis en retard. J'ai beaucoup attendu, hein. Oui. C'est grand-papa Raymond. Une fois, il avait organisé un souper ici. Et puis, je sais que nous avons attendu en bas, dans le hall, pendant 1 heure. Mais je savais qu'il viendrait. Et puis, finalement, il est venu. Et puis, il a commencé à faire la cuisine, à tout organiser. C'était superbe. Je t'embrasse. Bye. Salut. Ben là, il est 7 heures. L'avion est à 8h10. Il ferme à 7h30, je pense, le comptoir. Enfin, j'ai appelé quand même, hein. J'ai appelé. C'est bon, enfin, à moins qu'il y ait un bouchon, ce qui n'est pas exclu, mais ça ralentit un peu. Voilà, tu vois, quand on est trop en avance, ce qui arrive, il s'est passé que j'étais tellement bien, que j'étais complètement relax, et que donc, évidemment, j'ai loupé la sortie. Chanceux, on fermait dans 2 minutes. Ah ouais? Donc je suis en avance. J'arrive en retard, moi? Non. Presque jamais. J'ai même la réputation jusqu'à Strasbourg. Ouais, j'ai parlé avec des gens à Strasbourg, une dame d'Air France qui me dit « Ah oui, monsieur Jost, celui qui arrive toujours en retard. » C'est d'essayer constamment de mettre 25 heures dans 24 heures. Vous étirez le temps? Oui, j'essaie de l'étirer, mais il ne s'étire pas, en fait. Ce qui arrive, c'est que c'est notre système nerveux qui s'étire.
Yves Beauchemin est un auteur à succès. Ses romans ont de gros tirages et sont traduits en plusieurs langues. Il réussit donc très bien dans un métier où la tentation de procrastiner est grande, car il doit lui-même s'imposer une discipline, écrire tous les jours s'il veut remettre un manuscrit à son éditeur à la date convenue. Le pire coup que j'ai fait, je pense, c'est lorsque, c'est dans le cas de mon 3e livre, Juliette Pomerleau. Jacques Fortin, le PDG de Québec Amérique, m'avait demandé vers octobre 88, ça va être prêt, hein? J'ai dit, ça sort pour le Salon du Livre, qui est en novembre. Alors, il a fait publier, il a fait préparer des encores, 60 000 encores qui ont été distribués dans le Devoir au mois de novembre, en prévision de décembre, et qui lui ont coûté quand même un petit 15-20 000 $. Et une fois que ça a été imprimé et diffusé, je lui ai téléphoné, j'ai dit, tu sais, Jacques, je pense que ça va aller en mars. Mars 89. Alors, il m'a dit que sur le coup, il avait pris ça un peu mal et que la nuit qui avait suivi avait été assez blanche. Il y a des zones d'activité qui m'ont coûté cher. Contravention, par exemple, j'aurai le temps de la payer. Je sais qu'il y a des frais, mon retard. Et puis un jour, on se retrouve avec une addition du double. Puis éventuellement, on se retrouve avec un sabot de Denver. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Ah oui. Là aussi, je me soigne, mais ça coûte cher. Puis même les impôts. Des déclarations en retard. J'ai payé déjà des indemnités assez fortes à cause de ça. La procrastination a souvent un prix. La Ville de Montréal, par exemple, encaisse des sommes considérables en imposant de soi-disant frais supplémentaires aux personnes qui tardent à régler leurs contraventions. Certains marquent par leur retard leur refus de se soumettre. C'est une façon de dire « c'est moi qui fixe les échéances, c'est moi qui décide, pas vous ». On était censé nous protéger ici et nous dire qu'on avait le droit de stationner, voilà le cadeau. J'ai contribué beaucoup aux impôts indirects de la Ville de Montréal par les contraventions, ça je l'admets. Et les impôts? En retard. J'ai pas fait mes impôts l'année passée. Cette année, j'ai dû payer l'intérêt. C'est partout. Dans notre société d'efficacité et de performance, les procrastinateurs sont non seulement condamnés à des amendes, mais en quelque sorte condamnés tout court. C'est ce qu'a observé le professeur Gérard Ouimet de l'École des hautes études commerciales de Montréal. On valorise les gens disciplinés, les gens qui sont proactifs, les gens qui ne remettent pas au lendemain. C'est ce qu'on valorise, mais on vit dans des sociétés d'excès. Vous savez, prenez les émissions qui traitent du livre du record Guinness. Bien, vous vous mettez 27 crayons Bic dans la bouche, on vous donne un diplôme. Vous sautez 13 800 fois sur une trampoline sans arrêter, on vous donne un autre diplôme. Alors, il n'y a pas beaucoup de procrastination là-dedans, à savoir, on va faire des tests, puis on partira le mois prochain, c'est tout de suite. On vit dans des sociétés ici et maintenant, c'est tout de suite, il faut être compétitif, il faut être agressif, il ne faut pas hésiter. D'ailleurs, il y avait une série télévisée, Survivor, où le procrastinateur, ma foi, finissait dernier. On nous dit que notre valeur comme personne est déterminée par ce que l'on fait, par ce que l'on produit. C'est très puritain et calviniste et ça incite à procrastiner. San Francisco est l'un des hauts lieux de la réussite économique et de la performance rapide. Un marché tout naturel pour le psychologue Neil Fiore, une véritable référence dans les thérapies destinées aux procrastinateurs. Dans un livre et une cassette audio grand public, le Dr Fiore propose une méthode pratique pour surmonter la procrastination. Je reçois des courriers du monde entier, de gens dont la vie a été transformée par la lecture de mon livre. Les gens dont je m'occupe personnellement deviennent efficaces en moins de 10 sessions. Il y en a un qui a doublé son revenu. D'autres ont eu de substantielles augmentations de salaire. C'est aussi à San Francisco que se trouve le siège de Landmark Education, une marque de commerce mondialement connue dans le domaine des programmes de croissance personnelle, comme l'a décrit Time Magazine. Parmi les 100 000 personnes qui chaque année participent à ces ateliers, environ le tiers ont des habitudes de procrastination.
Ici, une session de 3 jours réunissant une centaine de personnes et portant sur l'efficacité. Chacun trouve dans les exposés et les expériences des autres une source d'inspiration pour améliorer ses propres performances. Quand ma fille s'est mariée, d'abord, j'avais oublié dans l'après-midi complètement l'heure de son mariage. Et c'est fixé depuis des années, tout est impeccable, elle a pensé à tout. Et puis je me suis dit, là, pour une fois dans ma vie, je vais essayer de ne pas être en retard. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'après-midi? Je le sais pas. J'ai oublié l'heure. Et mon copain m'a dit, est-ce que tu veux toujours aller au mariage de ta fille? Et là, j'ai réalisé que dans le temps, il fallait que je me hâte. Et puis, je suis arrivée en retard. Et je l'ai vue comment elle était angoissée. Puis elle regardait toujours, Est-ce que maman va venir? Est-ce que maman va venir? Et puis, tout à coup, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens de la voir comme ça. Et je me suis avancée. Là, je me suis dit, comme besoin d'attention, c'est réussi, hein? Et c'était pas ça mon idée. Et j'avais peur. J'ai dit, je vais en entendre parler 20 ans de temps. Et il n'y a jamais eu un mot. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on a pu me faire. Que ma fille ait compris que sa mère était peut-être handicapée de ce côté-là. Pas parce que je le veux. Je voudrais donc être comme la normale des gens, ce qu'on dit la normale des gens.